Bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les tendances et les enjeux et les actualités aussi de la gestion de patrimoine. Une émission par des CGP et pour des CGP. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine thématique, une séquence aujourd'hui dédiée à un thème qui va vous intéresser. On entend souvent dire que l'assurance vie, le PER ou encore les SCPI sont les piliers de l'épargne en France. Pourtant, beaucoup de particuliers s'y perdent. Alors, quand, comment, pour qui, pourquoi? Réponse dans la première partie de cette édition. Ensuite, nous allons parler des marchés asiatiques, croissance démographique, essor des classes moyennes, innovation technologique ou encore rééquilibrage politique. L'Asie et les marchés émergents concentrent aujourd'hui une part croissante de la croissance mondiale, tout en restant marqués par une forte hétérogénéité et des cycles parfois brutaux. Dans ce contexte, comment aborder ces zones en termes d'investissement? Élément de réponse avec Bing Yuan, gérant émergent Action internationale chez Edmond Rothschild Asset Management. Enfin, dans la dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil de l'expert, nous parlerons des 3 thématiques d'investissement clés en 2026 avec Aurélien Lux, analyste financier chez Galilée Asset Management. Alors restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. Et c'est parti pour Patrimoine thématique. Nous sommes ravis de recevoir Philippe Lozeral. Vous êtes le président de Finzel Group. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler SCPI, PER ou encore assurance vie. Ces placements sont un petit peu les piliers de l'épargne en France. Mais pourtant, certains particuliers s'y perdent. Alors Philippe, je vous propose de commencer par l'assurance vie. Pouvez-vous nous expliquer simplement l'assurance vie ? Alors l'assurance vie, c'est tout simplement un contrat qui est souscrit entre une personne et une compagnie d'assurance pour placer son épargne. C'est rien d'autre qu'un produit d'épargne qui en revanche a des caractéristiques particulièrement attractives. Premier élément, c'est la souplesse. On verse quand on veut, on verse les montants qu'on veut sur un contrat d'assurance vie. On n'est pas obligé de mettre tous les mois 50 euros. On peut verser une somme et on peut décider de verser effectivement de façon régulière des sommes sur son contrat d'assurance vie. Deuxième élément, c'est aussi un contrat dont on peut récupérer un produit d'épargne, où on peut récupérer son argent quand on le souhaite. On ne récupère pas son argent au décès, on récupère son argent quand on en a besoin sur son contrat d'assurance vie. Mais il y a des frais avant 8 ans, c'est ça? Il n'y a pas de frais, il y a une fiscalité qui est différente effectivement après 8 ans. On est sur une fiscalité normale de flat tax, 30% classique, un petit peu plus maintenant puisque les prélèvements sociaux ont augmenté. Dans les 8 premières années et une fiscalité particulièrement attractive au-delà de la 8e année. C'est ensuite un produit d'épargne qui permet de diversifier son risque pour aller chercher de la performance. Vous avez différents véhicules, différents supports dans lesquels vous pouvez investir au travers d'un contrat d'assurance vie. Vous avez ce qu'on appelle le fonds en euros qui est garanti, qui permet d'avoir un rendement qui est certes limité, mais qui est garanti année après année. Oui, ça c'est la partie un peu sécurisée. Exactement. Et ensuite, vous avez des moteurs qui permettent d'aller chercher plus de rendement, des unités de compte, où on va aller chercher du rendement sur des actions, sur des obligations. Et en fait, ça va dépendre de chaque profil d'investisseur pour définir cette quote-part de véhicules, de supports risqués, les unités de compte, et des supports sécurisés que sont le fonds en euros. Et ça va être déterminé investisseur par investisseur, en fonction de son profil de risque, mais aussi en fonction de son horizon de placement, de la durée d'investissement qu'il prévoit avec son contrat d'assurance vie. C'est extrêmement important, la durée d'un placement, et ça c'est vrai quel que soit le placement, est l'élément déterminant pour définir la performance d'un placement. Plus on investit sur une durée longue, plus on peut prendre de risques. Le risque est forcément lissé au début, avec puisque le temps. le risque va être lissé avec le temps. Oui, on rappelle que le questionnaire pour déterminer les profils de risque des investisseurs est désormais obligatoire depuis quelques années. Oui, tout à fait. On a toujours eu cette approche de risque d'un investisseur, mais effectivement, maintenant, il y a un formalisme à respecter qui est un petit peu plus précis. Et dernier élément, sur le dernier atout de l'assurance vie, au-delà de sa fiscalité, au-delà de son moteur de performance, au-delà de sa souplesse, c'est la possibilité de transmettre son argent et de bénéficier d'une fiscalité particulièrement attractive dans le cadre de la transmission de son contrat d'assurance vie, puisqu'on va pouvoir déterminer, lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance vie, à qui on va pouvoir donner les sommes, à qui vont revenir les sommes lors du décès, et chaque héritier bénéficiant d'un abattement de 152 500 €
C'est un petit peu technique, mais qui permet de ne pas payer de fiscalité sur ces sommes qui ont été versées dans un contrat d'assurance vie, pour autant qu'elles aient été versées avant 70 ans. Quelques petites contraintes qui, effectivement, nécessitent de faire appel à un professionnel pour investir dans de bonnes conditions, mais ce qu'il faut retenir, c'est le placement préféré des Français, c'est pas par hasard, c'est près de la moitié de l'épargne financière des Français qui est placée sur des contrats d'assurance vie. C'est un petit peu une particularité du marché français, attractif parce que c'est un véhicule qui bénéficie d'un cadre fiscal qui est attractif et parce que c'est un véhicule qui permet d'obtenir de la performance sur son placement. Je vous propose de passer au PER, donc le plan épargne retraite. On le présente souvent comme un produit complexe ou contraignant. Est-ce vraiment le cas selon vous ? C'est pas complexe, dans le sens où ça ressemble un petit peu à de l'assurance vie, sur les différents moteurs que l'on va avoir, sur la souplesse que l'on a dans le versement. En revanche, on n'a pas la souplesse dans le retrait, à la différence de l'assurance vie. Pour le retrait, on peut retirer soit en rente, soit en capital, c'est bien ça ? Soit en rente, soit en capital, dès lors qu'on est à la retraite. Et il y a quelques cas exceptionnels qui permettent de récupérer, de débloquer avant l'achat d'une résidence principale, des accidents de la vie qui pourraient permettre ça. Pour autant, il faut considérer, lorsqu'on souscrit un plan d'épargne retraite, qu'on investit dans une durée longue pour se préparer un patrimoine et un capital à la retraite. L'intérêt, c'est qu'il y a un levier fiscal là aussi, un levier fiscal qui permet de déduire du montant de ces sommes imposables de l'année, les sommes que l'on a versées sur son plan d'épargne retraite, avec un plafond qui est déterminé, que l'on retrouve sur sa feuille d'imposition chaque année, qui est déterminé, et c'est là qu'il y a un petit peu de technicité, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas se prendre la tête, il faut regarder sa feuille d'imposition, on voit les montants qu'on peut déduire de ses revenus imposables l'année d'après, et c'est ça qu'on va pouvoir faire. Alors, pour être clair, juste bien comprendre l'effet de levier, on sait tous, lorsqu'on paie des impôts, qu'on a un taux d'imposition sur ces sommes qui sont versées. 11%, enfin 0, 11%, 30, 41, 45, selon sa tranche marginale d'imposition. Dès lors que vous allez pouvoir déduire des sommes de vos revenus imposables, ça va réduire vos impôts. Alors ces impôts-là, vous ne les payez pas aujourd'hui. Pour autant, quand vous allez sortir l'argent et récupérer l'argent, il faudra payer les impôts. Donc c'est juste que pendant tout le temps de détention de ce plan d'épargne retraite, d'une certaine façon, cet argent des impôts, vous allez le faire fructifier. Il va être placé et générer des intérêts et générer des revenus futurs. Et donc vous allez faire fructifier l'argent des impôts que vous n'avez pas payé. Mais à un moment ou à un autre, c'est clair qu'il faudra payer l'argent de ces impôts. Oui, donc il faut anticiper quand même. Il faut anticiper. Seul cas où on ne paie pas ces impôts, si on ne retire pas l'argent de son plan d'épargne retraite et que ses enfants en héritent ou ses héritiers en héritent. Et auquel cas là, il n'y a pas de frottement fiscal. Là, pour le coup, c'est une réelle stratégie ou une réelle opportunité. Pour la succession aussi. Pour la succession aussi. D'accord. Donc là aussi, c'est une petite astuce qui permet d'optimiser son placement en plan d'épargne retraite. Et dernier pilier dont on voulait parler, les SCPI, on parle souvent de pierre-papier. De quoi s'agit-il ? Pour qui ? Pourquoi ? Il s'agit d'investir dans un fonds immobilier qui va acheter des immeubles. Ces immeubles vont être mis en location et l'investisseur va percevoir des dividendes versés par ce fonds immobilier. Ces dividendes étant constitués par les loyers que perçoit le fonds immobilier, puisque les immeubles qui sont acquis sont mis en location. D'accord. C'est aussi simple que ça, et c'est aussi simple que ça. Et ça permet, l'intérêt pour un investisseur, c'est que ça permet de faire de l'investissement immobilier, de se générer des revenus futurs, et de diversifier considérablement ses actifs. À la différence d'un appartement que vous achèteriez, où vous allez avoir un appartement avec un locataire, là vous allez acheter des parts d'un fonds qui détient plein d'immeubles avec plein de locataires. Donc vous avez une dilution du risque et la possibilité d'aller chercher des poches de rendement, puisque les investissements sur lesquels vous allez agir, qui sont des immeubles souvent tertiaires, au sens large, que ce soit du commerce, que ce soit du bureau, que ce soit des écoles, des crèches, des centres médicaux, un peu de tout, de la logistique, vont servir des meilleurs rendements que si vous êtes sur des baux d'habitation ou sur du logement. Et d'investir en plus sur un marché français ou un marché international, puisqu'il y a de plus en plus de véhicules qui interviennent sur le marché européen au global. Pour conclure, comment on fait pour choisir ? Alors déjà, est-ce qu'il faut choisir forcément entre assurance vie, PER et SCPI ? Est-ce qu'on peut faire les trois rapidement ? Comment on fait pour choisir ce qui est adapté pour nous ? Alors, le premier des éléments, c'est de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on investit. Pourquoi et pour combien de temps ? Quel est l'objectif ? Est-ce que l'objectif, c'est de vous constituer un patrimoine ? Est-ce que l'objectif, c'est de vous constituer des revenus ? Ça va pas être le même véhicule sur lequel vous allez aller. Troisième élément, c'est la durée. Pour investir, par exemple, dans les parts de SCPI, il faut un horizon de placement long.
Troisième élément, c'est est-ce que vous risquez d'avoir besoin de cet argent-là, la liquidité potentielle. Si vous risquez d'avoir besoin de cet argent-là, il ne faut clairement pas investir dans de la SCPI, il faut investir dans un contrat d'assurance vie et même pas dans un PER. Donc il y a un certain nombre de questions comme ça qu'il faut se poser en amont. Ensuite, est-ce que vous êtes dans une logique de j'ai un capital que je souhaite placer ou est-ce que je souhaite verser régulièrement des sommes sur mon placement? Toutes ces questions-là, il faut se les poser. Alors, et elles sont propres à chacun. Elles sont propres à chacun. Alors, comment on se les pose? Soit on est particulièrement érudit, éduqué, et on est capable de se le faire soi-même. Soit on se fait accompagner. J'allais évidemment l'aborder et conclure là-dessus. C'est un métier. Placer son argent, placer son épargne, savoir de quoi on a besoin, c'est un métier. Il faut se méfier de ce qu'on entend parfois sur les réseaux sociaux, sur les bons faux conseils qui sont portés parfois sur les réseaux sociaux. Comme on dit, les conseillers, en l'occurrence, ne sont pas les payeurs sur ce genre de choses. Donc, se méfier et faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, qui est un professionnel, quel qu'il soit, pour savoir de quoi on a besoin. Comme on irait voir un médecin pour avoir une ordonnance, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la même chose lorsqu'il s'agit de préparer sa retraite, de se constituer du patrimoine, faire appel à un professionnel du conseil patrimonial pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Philippe Lozeral, vous êtes le président de Finzel Group. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Croissance démographique, essor des classes moyennes, innovation technologique ou encore rééquilibrage politique, l'Asie et les marchés émergents concentrent aujourd'hui une part grandissante de la croissance mondiale, tout en restant tout de même marquée par une forte hétérogénéité et des cycles parfois brutaux. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on fait pour aborder ces zones en termes d'investissement? Quel pays, quel secteur et quel véhicule faut-il privilégier? Et comment intégrer l'Asie et les émergents dans une allocation de long terme tout en maîtrisant les risques? Pour décrypter tout cela, je suis ravie de recevoir en plateau Bing Yuan. Vous êtes gérante émergent Action internationale chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors je vous propose de commencer directement avec les performances sur ces marchés asiatiques et émergents qu'on a pu constater en 2025. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, Bing? Oui, alors que pour beaucoup de classes d'actifs en 2025 ont connu une super performance, mais notamment pour les actions émergentes, parce que si on regarde MSCI Emerging Markets, ça a enregistré une performance de 30% en dollars. J'aimerais souligner que c'est la première fois depuis 2017 que la majorité de ces régions émergentes ont surperformé les actions américaines. Alors, il y a plusieurs raisons. Bien sûr, la faible dollar contribue forcément une grande partie, parce que quand le dollar est faible, les investisseurs ils cherchent à se diversifier et un rendement ailleurs. Et donc, à compenser cette baisse du dollar. Exactement, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les actions européennes aussi, mais notamment pour les marchés émergents, c'est particulièrement en faveur. Donc, effectivement, pour tous les pays LATAM, vous avez vu, les performances étaient spectaculaires. Donc, quand on parle de marché émergent, c'est quel marché, par exemple, Bing? Ici, on parle de pays émergents. Si on regarde l'indice émergent, on a à peu près 60% qui est aux alentours de Chine, Corée et puis aussi Taïwan. Donc, ça, ce sont des marchés les plus importants. Après, on a aussi un marché, très, très grand marché, c'est l'Inde. Ensuite, c'est plutôt les côtés LATAM et très peu des pays Europe de l'Est. D'accord. Pourquoi plutôt la tech reste, selon vous, un pilier central sur ces marchés asiatiques? C'est un énorme sujet, la tech et l'intelligence artificielle. Est-ce que les marchés asiatiques et les émergents peuvent, selon vous, rivaliser avec les États-Unis? Oui. Alors, si on regarde ce qui s'est passé l'année 2025, les bonnes performances, bien sûr, il y a le faible dollar qu'on a parlé tout à l'heure, mais aussi le côté, un facteur plutôt fondamental, c'est le côté intelligence artificielle. Et les marchés les plus porteurs, c'est plutôt des Corée du Sud et aussi Taïwan,
qui était au cœur des chaînes d'approvisionnement de IA. Mais côté Chine, c'est un peu différent parce que si on regarde ce marché-là, ça fait plus que 2 années consécutives qu'on a eu des belles performances. Et là-dessus, attention, ce n'est pas que lié avec IA, avec les semi-conducteurs, parce que c'est plutôt la tech de sens assez large. On a le biotech aussi, on a aussi tout ce qui est lié avec les manufactures avancées, y compris les batteries. Et puis après, en termes de IA, là, je vois qu'on a des discussions, dire que est-ce qu'on est dans une bulle ou pas. Oui. C'est vrai que si on regarde les côtés financement, certains signaux peuvent poser question. Mais après, quand on regarde adoption, alors on s'attend à un dynamisme toujours très fort. Et c'est pour ça que si on regarde les CES cette année d'ailleurs, quand on voit des grandes tendances plutôt s'orienter vers les AI agents et aussi les physical AI. Et c'est là-dessus qu'on voit, c'est vraiment le marché asiatique, ils sont bien positionnés pour en bénéficier là-dessus, notamment en Chine. Mais surtout sur la tech et l'intelligence artificielle, donc vous parliez de bulles en Asie. Et sur les marchés émergents, les entreprises se payent quand même moins cher que les entreprises américaines type Oracle et compagnie. Exactement. Et c'est typiquement le cas des techs chinoises. Parce que si on considère qu'on est dans une configuration de G2, entre les États-Unis et la Chine, notamment dans le secteur tech, parce que je vois que la Chine est plutôt le deuxième puissance dans le secteur tech. Hein. Ils ont des écosystèmes très complets là-dessus. Et sur ce point-là, et si on regarde la valorisation, en revanche, l'indice tech chinois se traite à 50% de décote vis-à-vis des actions des techs américaines. Et donc, ce type de valorisation, de cap de valorisation, on pense que c'est pas justifiable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit récemment dans les nouvelles introductions en bourse des sociétés LLM chinoises. Il y a une société qui s'appelle Minimax qui se traite avec une multiple similaire vis-à-vis de leur comparable anthropique aux États-Unis. Ah oui. Et ça se voit que ce genre de cap de valorisation commence à se fermer, mais on est juste à un début. Et cette montée en puissance des capacités d'innovation côté chinois n'est pas encore 100% reflétée dans la valorisation aujourd'hui. Donc encore des belles perspectives d'investissement pour l'année à venir. Je vous propose qu'on fasse un focus pays et région Bing. Quel pays asiatique, selon vous et selon Edmond Rothschild Asset Management, offre le plus de potentiel de croissance? Donc vous évoquiez l'Inde, la Chine, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres pour cette année 2026? Oui, en fait, la Chine, on peut y revenir après, mais j'aimerais peut-être commencer par aussi la Corée, parce que si on regarde la performance en 2025, on dit que la plupart étaient plutôt contribués par la revalorisation des multiples. Mais alors, cette année, on attend plus une amélioration de bénéfices. Et sur ce point-là, la Corée est très remarquable. On attend une augmentation de bénéfices de 50%. Et c'est aussi assez significatif côté Taïwan. Mais le marché Taïwan, on attend 20% et beaucoup moins diversifié par rapport à Corée. En Corée, c'est vrai qu'on a 50% de l'indice est composé des 2 acteurs principaux de mémoire, des Samsung Electronics et aussi Hynix. Mais ce n'est pas que les semi-conducteurs. On a aussi la croissance est beaucoup plus diversifiée. On a aussi des secteurs comme la défense et aussi l'industriel, et surtout vers des exports vers les États-Unis. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Corée et pour l'instant, est dans l'allié des États-Unis et c'est un bénéficiaire direct de la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, parce que les États-Unis, maintenant, ils cherchent à diversifier les supply chains de Chine. Et donc, la Corée en bénéficie pleinement. Et c'est ce qu'on voit pour les équipements électriques et aussi les constructions navales. Donc, on a eu des carnets de commandes historiquement élevés.
Et puis, sur le marché coréen, on a la croissance bénéfice, mais on a aussi côté qu'on appelle les améliorations de multiples, révalorisation de multiples, ça va continuer à poursuivre parce que depuis mai l'année dernière, on a eu le nouveau président en Corée après l'élection et son ambition, c'est de lancer le programme Value Up. Et donc, le Value Up, ça veut dire améliorer la gouvernance et la transparence et aussi favoriser le paiement de dividendes. Et sur ce point-là, on a déjà eu un exemple côté Japon. Côté Japon, ça s'est déjà passé depuis 2 ans, mais on voit que 80% des entreprises japonaises, ils ont déjà lancé ce genre de programme, alors c'est à peine 10% en Corée. Et donc sur ce point-là, on pense qu'il y a encore beaucoup plus de marge à s'attendre cette année. Oui, donc il y a une vraie perspective de croissance sur le marché coréen. Pour finir, Bing, je vous propose de faire pas une stratégie d'investissement, mais peut-être en termes d'allocation d'actifs, quand on parle vraiment de ces marchés asiatiques, quelle place on peut leur donner dans un portefeuille diversifié et quels horizons d'investissement sont les plus adaptés sur ces marchés selon vous et à Edmond Rothschild Asset Management? Oui, bien sûr. Et en parlant de la diversification, moi je pense à 2 marchés. La Chine, évidemment, parce que pourquoi c'est important? Si pour les investisseurs, s'ils croient encore l'IA, ils pensent que ça va se développer, continuer à être le porteur majeur pour cette année, mais effectivement, on va plutôt diversifier de supply chain, de les hardware, vers plus d'applications et adoptions. Je pense que la Chine est le meilleur candidat parce qu'ils ont un écosystème, c'est le pays qui est le plus avancé en termes de monétisation des modèles et aussi de développer de tout ce qui est lié avec le physical AI, quand on parle des conduits autonomes et aussi le humanoid, si on veut élaborer après. Et puis, deuxième marché, c'est l'Inde. Alors, dans ce cas-là, c'est vrai, en 2025, c'était un lagueur en termes de performance. Avec la dépréciation de Ruby, la performance était quasiment négative. Mais il ne faut pas oublier que c'est un marché qu'on croit toujours, l'histoire long terme n'est pas changée. Et donc, c'est un marché qui est capable de continuer à livrer une croissance. Et c'est pour cela qu'on pense, avec une correction de multiples sur ce marché-là, on peut commencer à chercher des valeurs intéressantes, et notamment pour ceux qui ne croient pas IA. Parce que l'année dernière, justement, pourquoi l'Inde était sous-performée, il n'était pas du tout bénéficiaire de IA. Au contraire, il était plutôt victime de IA. Et donc, si on pense que cette année, il y aura une rotation, eh ben, je pense que l'Inde, ça peut être un bon candidat pour se diversifier. Merci beaucoup. Merci Bing Yuan. Vous êtes gérante émergent et actions internationales chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et c'est parti pour la dernière partie de notre émission. Je suis ravie d'accueillir Aurélien Lux. Bonjour. Vous êtes analyste financier chez Galilée Asset Management. Donc, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Aurélien, vous allez nous dire quelles sont les thématiques clés que chez vous, chez Galilée Asset Management, et que vous suivez pour cette année 2026, à commencer par celle des énergies propres. Exactement, donc les énergies propres. On a beaucoup parlé du pétrole l'année dernière, de toutes ces énergies fossiles. Donald Trump a attaqué vivement les énergies renouvelables. Et finalement, on se rend compte que c'est la deuxième thématique la plus performante l'année dernière, donc plus 52%. Donc c'est une belle performance pour les énergies propres. On avait connu 4 années très négatives avec des baisses dans les 4 années précédentes. Là, ça rebondit. On a vraiment la conviction qu'on est rentré dans un nouveau cycle avec une compression des multiples qui offre aux investisseurs aujourd'hui, pour notre indicateur thématique des énergies propres,
un PE de 19 fois les profits. Donc c'est un point d'entrée qui est intéressant. Quand on regarde, on était plutôt autour des 30 en 2020. Donc on a vraiment vu une compression des multiples qui offre aujourd'hui vraiment à l'investisseur à la fois des perspectives économiques sur tout ce qui est lié au data center, à la demande énergétique. Aujourd'hui, juste un petit chiffre pour nos téléspectateurs, les data centers représentent 2 à 3% de la consommation énergétique mondiale. C'est-à-dire la consommation de l'Argentine ou de la Pologne. Donc c'est gigantesque. Donc on a une demande qui est forte là-dessus, donc un besoin des énergies, et notamment propres. Forte et croissante. Forte et croissante. Ouais. Ça va continuer dans les prochaines années. Donc ça, c'est le premier point clé. Et le deuxième point clé, on a vraiment du potentiel boursier encore sur cette thématique. C'est pour ça que c'est une de nos fortes convictions en 2026. Deuxième conviction de Galilée Asset Management, c'est les infrastructures, Aurélien. Oui, effectivement, les infrastructures. Donc là, on est sur une thématique qui est beaucoup plus value, sur une volatilité de notre indicateur autour de 10%. Donc c'est vraiment une thématique un peu plus défensive, avec cet horizon également d'avoir des rendements, une visibilité sur la croissance du chiffre d'affaires des sociétés qui composent cette thématique. Donc les infrastructures, on va penser bien entendu aux ponts, aux aéroports, aux routes, à tous les investissements. Un petit chiffre, 2100 milliards de dollars d'investissement l'année dernière dans les infrastructures au niveau mondial. Donc c'est un chiffre qui est en constante croissante. On a besoin justement d'avoir des investissements beaucoup plus importants, notamment pour développer les smart cities. On va être 10 milliards d'habitants en 2050 sur la Terre. Donc on a vraiment besoin de développer ces infrastructures au niveau mondial. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un flux d'argent qui arrive dans cette thématique-là. On a eu une performance l'année dernière de plus 16%, donc on est bien loin des énergies propres. Donc, comme je disais, thématique un peu plus défensive, fonds de portefeuille à avoir également, à surveiller en 2026. On a vraiment la conviction, ça permet de diversifier son portefeuille, de sortir un peu de la technologie, d'aller chercher de la performance un peu ailleurs sur une thématique très intéressante, donc des infrastructures. Oui, on rappelle que de toute façon, un bon portefeuille est forcément diversifié. Et la dernière thématique clé pour cette année 2026, c'est la thématique cloud et IoT, Aurélien. Oui, donc là, on revient dans la tech. Donc sur le cloud, on avait beaucoup parlé d'intelligence artificielle l'année dernière. Donc ça, c'était vraiment l'un des grands sujets. C'est sûr. Aujourd'hui, sur le cloud, ce qui est intéressant, c'est justement tout ce qui se passe d'un point de vue des hyperscalers, donc tout ce qui est lié à Microsoft, Amazon, beaucoup d'investissements dans le cloud. Également tout ce qui est lié aux semi-conducteurs qui composent justement une partie de cette thématique. Donc là, on va penser à des acteurs comme VAT, notamment en Suisse, qui fait des soupapes à vide pour les semi-conducteurs. On a également toute la partie liée au logiciel en ligne de stockage, donc tout ce qui peut être Dropbox, par exemple. Donc on a vraiment une thématique qui est bien diversifiée, qui offre également, qui a bien performé déjà l'année dernière, plus 18% en 2024 également, plus 59% en 2023, moins 40% en 2022, donc vraiment une volatilité beaucoup plus importante également, volatilité sur un an autour de 26%, donc une thématique qui bouge beaucoup, mais qui, quand on regarde au niveau de la valorisation, est encore intéressante pour les investisseurs, pour ceux qui souhaitent encore investir sur la technologie en 2026. On évoque beaucoup la bulle possible sur l'IA. Donc pour les investisseurs qui souhaitent se tourner vers la technologie, vraiment cette thématique du cloud qui offre vraiment, cloud et IoT, qui offre vraiment des belles perspectives encore pour l'année qui vient et encore du potentiel boursier, même si les performances, comme je disais, ont déjà été très bonnes. Merci beaucoup Aurélien Lux, vous êtes analyste financier chez Galilée Asset Management. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, sur le site bismart.fr et nous écouter en podcast sur toutes vos plateformes préférées.